La pluie battait obstinément contre les imposantes fenêtres de l'hôtel Ritz-Carlton à Paris, créant un rythme hypnotisant qui résonnait dans le hall de marbre blanc veiné d'or. Les gouttes glissaient le long des vitres comme des larmes, silencieuses, reflétant les lumières dorées des lustres en cristal de baccarat qui pendaient majestueusement du plafond orné de fresques baroques. L'odeur subtile de jasmin et de cuir fin flottait dans l'air, mélangée au parfum discret des roses blanches, fraîchement coupées, qui ornaient chaque table d'acajou poli. Alexandre Dubois, l'un des hommes les plus riches et influents de France, ajustait machinalement le bouton de manchette en platine de sa chemise italienne sur mesure, confectionnée par les meilleurs tailleurs de Milan. Ses chaussures Oxford en cuir anglais brillaient d'un éclat impeccable. Et sa montre Patek Philippe, héritage de son père, marquait 18 heures précises. À 52 ans, il incarnait parfaitement l'image du magnate des affaires parisien. Cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, costume anthracite coupé à la perfection, et cette aura de puissance tranquille que seuls possèdent ceux qui ont bâti des empires. Son empire financier s'étendait désormais sur 3 continents, avec des bureaux à Londres, New York, Tokyo et Singapour. Dubois International était devenu synonyme d'excellence dans le secteur de l'investissement, immobilier de luxe et des nouvelles technologies. Pourtant, en cet instant précis, alors qu'il observait distraitement l'élégant ballet des clients et du personnel de l'hôtel, Alexandre ne pensait qu'à une chose, que cette interminable réunion avec les investisseurs japonais se termine. Enfin, pour qu'il puisse regagner son appartement du 16e arrondissement. La journée avait été particulièrement éprouvante. 3 heures de négociations tendues pour l'acquisition d'un complexe hôtelier à Kyoto, suivi d'un déjeuner protocolaire avec des banquiers suisses, puis une conférence téléphonique avec ses équipes new-yorkaises qui s'étaient éternisées. Même pour un homme habitué aux rythmes effrénés des hautes finances, cette journée avait testé sa patience légendaire. Il sirota lentement son whisky single malt, un Macallan de 25 ans d'âge que le barman lui servait toujours sans qu'il ait besoin de le demander. Le liquide ambré glissa dans sa gorge, apportant une chaleur bienvenue qui contrastait avec la fraîcheur de cette soirée d'octobre parisienne. Dehors, les premières lumières de la ville s'allumaient, transformant Paris en un tableau impressionniste où se mêlaient les reflets dorés des réverbères et les néons colorés des boutiques de la rue Saint-Honoré. C'est alors qu'il la vit. Une fillette d'environ 10 ans venait de franchir les portes tournantes de l'hôtel, secouant délicatement les gouttes de pluie de son manteau bleu marine visiblement usé, mais soigneusement entretenu. Ses vêtements, bien que modestes et manifestement de seconde main, étaient impeccablement propres et repassés avec un soin méticuleux qui témoignait d'une fierté intacte, malgré des circonstances manifestement difficiles. Son pull en laine grise présentait quelques petites réparations invisibles, et ses chaussures noires, bien que fatiguées, brillaient d'un cirage récent. Mais ce qui frappa immédiatement Alexandre, au-delà de sa condition sociale évidente, ce fut la manière dont elle se déplaçait dans ce temple du luxe. Aucune timidité, aucune intimidation dans sa démarche. Elle traversait le hall de marbre avec une assurance naturelle et une dignité qui contrastait saisissamment avec son apparence modeste. Ses cheveux châtain clair, d'un brun doré qui captait la lumière des lustres, étaient soigneusement attachés en 2 tresses impeccables, ornées de petits rubans bleus délavés mais propres. Elle portait à l'épaule un cartable scolaire qui avait connu des jours meilleurs, du cuir synthétique marron dont certaines coutures avaient été habilement réparées avec du fil de la même couleur. Malgré son état, le cartable était parfaitement organisé. On pouvait apercevoir à travers la poche transparente des cahiers soigneusement étiquetés et des crayons taillés avec précision. Ce qui captiva le plus Alexandre, cependant, fut l'expression de ses yeux sombres, d'un brun profond parsemé de reflets dorés. Il y brillait une flamme, une détermination farouche qui semblait défier les circonstances, une intelligence vive et curieuse qui observait chaque détail de ce monde luxueux avec l'acuité d'une petite anthropologue, étudiant une civilisation fascinante mais étrangère. La fillette s'arrêta un instant au centre du hall, levant brièvement les yeux vers les fresques du plafond représentant des scènes mythologiques. Un sourire fugace éclaira son visage, comme si elle appréciait la beauté artistique indépendamment du luxe qu'elle représentait. Puis, reprenant sa marche déterminée, elle se dirigea d'un pas assuré vers la réception. Derrière le comptoir, de marbre rose veiné de blanc, trônait Philippe Martineau, le chef réceptionniste de jour, un homme d'une 50aine d'années à l'élégance irréprochable. Son uniforme bleu marine aux boutons dorés était impeccable,
sa cravate club parfaitement nouée, et ses cheveux grisonnants coiffés avec la précision d'un diplomate. En 25 ans de carrière dans l'hôtellerie de luxe, il avait développé cette capacité quasi surnaturelle à jauger instantanément la classe sociale et le potentiel économique de chaque visiteur d'un simple regard. Lorsque ses yeux se posèrent sur la fillette qui s'approchait de son comptoir, une expression de surprise mêlée de malaise traversa furtivement son visage professionnel. Dans l'univers feutré du Ritz-Carlton, où la clientèle habituelle arborait montres à 6 chiffres et sacs Hermès, l'apparition de cet enfant aux vêtements modestes créait une dissonance visible. Pourtant, Philippe était un professionnel, aguerri. Sa formation l'avait préparé à toutes les situations, et sa courtoisie naturelle reprit rapidement le dessus sur sa surprise initiale. Il afficha son sourire commercial le plus poli, tout en observant discrètement les alentours, cherchant des yeux les parents ou accompagnateurs de cette jeune visiteuse inattendue. « Bonjour, monsieur », dit la fillette en s'approchant du comptoir, sa voix claire et assurée résonnant dans l'espace de marbre. Son français était impeccable, dénué de tout accent régional, avec cette diction soignée qu'on acquiert par l'étude et l'attention plutôt que par la naissance. « Je souhaiterais m'entretenir avec monsieur le directeur, s'il vous plaît. J'ai une proposition qui pourrait intéresser votre établissement. » La surprise de Philippe s'accentua. Non seulement cet enfant s'exprimait avec une élégance rare pour son âge, mais elle formulait sa demande avec le sérieux et la précision d'une adulte rompue au code du monde des affaires. Ses petites mains, soigneusement propres aux ongles coupés courts, étaient posées avec assurance sur le rebord du comptoir de marbre. « Ma petite demoiselle », répondit Philippe en se penchant légèrement vers elle, adoptant malgré lui le ton paternaliste qu'on réserve habituellement aux enfants. « Es-tu venu ici avec tes parents ? Le directeur de notre établissement est actuellement en réunion et... »« Non, monsieur, je ne suis pas accompagné, » l'interrompit poliment mais fermement la fillette. « Et je comprends parfaitement que monsieur le directeur puisse être occupé. Cependant, je pense que ma proposition mérite quelques minutes de son attention. Il s'agit d'une question de service linguistique qui pourrait bénéficier à votre clientèle internationale. » Les mots « service linguistique » et « clientèle internationale » prononcés avec tant d'aplomb par une enfant de 10 ans, laissèrent Philippe momentanément sans voix. Autour d'eux, quelques clients avaient commencé à observer discrètement la scène, intrigués par cette conversation inhabituelle. Depuis son fauteuil en cuir, Alexandre Dubois observait l'échange avec une fascination croissante. Il avait interrompu la dégustation de son whisky et s'était penché imperceptiblement en avant, captivé par cette petite personne qui bousculait avec tant de naturel les codes établis de ce temple du luxe parisien. « Écoute, ma petite », commença Philippe, visiblement embarrassé et ne sachant comment gérer cette situation inédite. « Excuse-moi, sœur », l'interrompit soudain la fillette, passant du français à un anglais parfait avec une fluidité déconcertante. Sa prononciation était impeccable, mêlant subtilement l'élégance de l'accent britannique à quelques nuances américaines. I believe there might be a misunderstanding about the nature of my visit. I'm not here as a child seeking attention, but as someone who has identified a potential business opportunity that could enhance your establishment's reputation for exceptional service to international guests. Le changement de langue fut si naturel, si parfaitement maîtrisé, qu'un silence stupéfait s'abattit sur la réception. Philippe cligna des yeux à plusieurs reprises, comme s'il tentait de s'assurer qu'il n'avait pas rêvé. Plusieurs clients s'étaient maintenant retournés, abandonnant leurs journaux et leurs conversations pour observer cette scène extraordinaire. Alexandre Dubois, lui, avait complètement oublié son whisky. Il se leva lentement de son fauteuil, ses sens d'homme d'affaires en alerte. Dans ses décennies de carrière internationale, il avait rencontré des interprètes professionnels qui ne maîtrisaient pas l'anglais avec une telle perfection naturelle. « Vous parlez anglais ?» balbutia Philippe, passant inconsciemment au vouvoiement face à cette démonstration inattendue de sophistication linguistique. « Natürlich spreche ich auch Deutsch », répondit la fillette en allemand, sa voix prenant naturellement les inflexions et la musicalité propres à cette langue. « Und ich kann Ihnen versichern, dass meine Kenntnisse in dieser Sprache ebenso gründlich sind. Viele Ihrer Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz würden sicherlich eine authentische Kommunikation in ihrer Muttersprache schätzen. » Un murmure d'admiration parcourut discrètement les rangs des témoins de cette démonstration linguistique extraordinaire. Une dame âgée, visiblement allemande d'après ses bijoux,
et son élégance typiquement munichoise, hocha la tête avec approbation en entendant la parfaite maîtrise de sa langue maternelle par cet enfant remarquable. Mais la fillette n'avait pas terminé sa démonstration. Così come parlo italiano fluentemente, continua-t-elle en italien, adoptant instantanément cette gestuelle expressive et cette mélodie chantante si caractéristique de la péninsule. La bella lingua italiana è una delle mie preferite, e posso assicurarvi che molti dei vostri ospiti italiani apprezzerebbero molto poter comunicare nella loro lingua madre con qualcuno che ne comprende non solo le parole, ma anche le sfumature culturali. Un couple d'Italiens élégamment vêtus, installés près des grandes fenêtres, échangea des regards stupéfaits. L'homme, un quinquagénaire aux tempes argentées, murmura quelque chose à sa compagne qui acquiesça vivement, manifestement, impressionné par la pureté de l'accent toscan de cette petite prodige. Tant bien hablo espagnol qu'en grand fluidé, poursuivit-elle en castillan, sa voix prenant cette chaleur particulière de l'espagnol ibérique. He estudiado no solamente el idioma, sino también las diferencias culturales entre España y América Latina, lo que me permite adaptar mi comunicación según el origen de sus huéspedes hispanohablantes. Elle marqua une brève pause, le temps de reprendre son souffle et de jauger l'effet de sa démonstration sur son auditoire maintenant considérablement élargi. L'élégant hall du Ritz-Carlton était devenu silencieux, transformé en amphithéâtre improvisé, où se déroulait une performance linguistique d'une rare virtuosité. E posso falar português brasileiro sem qualquer dificuldade, ajouta-t-elle, dans un portugais parfait aux intonations carioca authentiques. O português é uma língua linda, e muitos dos seus hóspedes brasileiros ficariam certamente felizes em poder se comunicar na sua língua materna com alguém que compreende não apenas as palavras, mas também as nuances culturais do Brasil. Philippe Martineau, homme pourtant habitué aux situations les plus variées de l'hôtellerie de luxe, se trouvait dans un état de stupéfaction complète. En 25 ans de carrière, il n'avait jamais assisté à une démonstration linguistique d'une telle ampleur, et certainement pas de la part d'une enfant de 10 ans aux vêtements modestes. Mais la petite prodige n'avait pas encore terminé. Son exhibition extraordinaire. Кроме того, я свободно говорю по-русски, déclara-t-elle en russe, adoptant instantanément cette gravité particulière et ces intonations profondes caractéristiques de la langue de Tolstoï. Многие ваши российские гости были бы, несомненно, рады общаться на родном языке с тем, кто понимает не только слова, но и русскую душу. Un homme élégant aux pommettes slaves, installé près du bar, faillit lâcher son verre de vodka. Il échangea quelques mots rapides en russe avec sa compagne, une femme blonde aux bijoux somptueux, tous deux manifestement abasourdis par la perfection linguistique de cet enfant extraordinaire. Soshite Zayu ni Riben yu Molu Chang ni Anasemas, conclut-elle en japonais avec un sourire radieux, s'inclinant légèrement dans une révérence parfaitement exécutée selon les codes nippons. Ri ben no wen huato yengu no meishi sao fukakuri kai shiteori, ribon karano kakusamanimo ko karano sa bisu o te kyon dekimasu. Le silence qui suivit cette démonstration linguistique extraordinaire était presque palpable. 9 langues. 9 langues parlées avec une maîtrise qui dépassait celle de nombreux interprètes professionnels. Par une fillette de 10 ans dont les vêtements trahissaient une condition sociale manifestement modeste. Alexandre Dubois, complètement fasciné, s'approcha lentement du comptoir de la réception. Dans ses 40 années de carrière internationale, il avait côtoyé les plus brillants esprits de son époque, négocié dans une douzaine de langues, avec l'aide d'interprètes, mais jamais il n'avait assisté à une performance linguistique d'une telle virtuosité. 9 langues, murmura-t-il pour lui-même, assez fort cependant pour que la fillette l'entende. Elle se tourna vers lui et inclina respectueusement la tête, avec cette grâce naturelle qui caractérise certaines personnes indépendamment de leur origine sociale. « Bonsoir, monsieur », dit-elle en revenant au français avec un sourire poli, mais assuré. « Je me présente, Céleste Moreau, et vous avez raison, je parle effectivement 9 langues. » Alexandre lui tendit la main avec le respect qu'il réservait habituellement à ses pairs du monde des affaires. « Alexandre Dubois, » répondit-il en serrant délicatement sa petite main. « Et puis-je vous demander votre âge, mademoiselle Moreau ?»« J'ai 10 ans, monsieur Dubois, » répondit-elle avec une fierté contenue mais évidente. « J'habite dans le quartier de la Goutte d'Or avec ma grand-mère. » Le quartier qu'elle venait de mentionner était l'un des plus populaires et cosmopolites de Paris, situé dans le 18e arrondissement, bien loin du luxe feutré du premier arrondissement où il se trouvait.
C'était un monde à des années-lumière de l'univers doré du Ritz-Carlton, un quartier où cohabitaient des communautés d'immigrants du monde entier, où l'on pouvait entendre parler arabe, chinois, wolof et bambara dans la même rue. Et comment une jeune fille de 10 ans en arrive-t-elle à maîtriser 9 langues? Demanda Alexandre, sa curiosité d'homme d'affaires éveillée par ce mystère fascinant. Les yeux de Céleste s'illuminèrent d'une passion évidente lorsqu'elle commença son récit. Ma grand-mère a toujours dit quelque chose qui a guidé toute ma vie, monsieur Dubois, commença Céleste, sa voix prenant une tonalité plus grave, chargée d'émotion et de respect. Elle me répétait, « Ma petite étoile, chaque langue que tu apprends est une nouvelle âme que tu gagnes, une nouvelle façon de voir le monde et de comprendre le cœur des gens. » Elle marqua une pause, ses yeux sombres se perdant un instant dans ses souvenirs. Notre quartier, voyez-vous, c'est comme un petit monde en miniature. La Goutte d'Or, c'est un kaléidoscope humain où se côtoient toutes les cultures de la planète. Dans ma rue seulement, nous avons la famille Ben Ali qui vient d'Algérie et qui parle arabe et berbère, la famille Chen qui a émigré de Shanghai et qui parle mandarin, Monsieur Giuseppe qui a quitté la Sicile dans les années 60 et qui continue de rêver en italien, la famille Rodriguez qui a fui l'Espagne sous Franco et qui chante des berceuses en espagnol à leurs petits-enfants. L'assemblée improvisée qui s'était formée autour de la réception écoutait avec une attention captivée cet enfant qui parlait de diversité culturelle avec la maturité et la sensibilité d'une sociologue expérimentée. Quand j'avais 5 ans, poursuivit Céleste, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui me brisait le cœur. Tous ces gens merveilleux, avec leurs histoires extraordinaires, leurs traditions magnifiques, leurs savoirs ancestraux, se retrouvaient souvent isolés par la barrière de la langue. Madame Chen, par exemple, sa voix se fit plus douce, empreinte d'une tendresse particulière. Madame Chen est une femme extraordinaire. Elle était professeure de littérature classique à Shanghai avant de venir en France. Elle connaît par cœur des milliers de poèmes de la dynastie Tang. Elle sait broder des soies avec une finesse d'artiste. Elle prépare des plats qui sont de véritables œuvres d'art. Mais quand elle allait chez le médecin pour ses douleurs, au dos, elle ne pouvait pas expliquer précisément où elle avait mal, comment la douleur évoluait, quel mouvement l'aggravait. Elle montrait juste son dos en grimaçant et en répétant « mal, mal », avec ce regard désespéré de quelqu'un qui a tant à dire mais qui ne trouve pas les mots. Alexandre sentit son cœur se serrer. Dans son monde de contrats internationaux et de négociations multilingues, il avait toujours eu accès aux meilleurs interprètes, aux traducteurs les plus qualifiés. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à la détresse de ceux qui n'avaient pas ces ressources. C'est là que j'ai décidé d'apprendre le mandarin, continua Céleste avec cette détermination tranquille qui la caractérisait. J'avais 5 ans et demi, et tous les adultes me disaient que c'était impossible, que le chinois était trop difficile pour une si petite fille française. Mais moi, je voyais les larmes dans les yeux de Madame Chen quand elle ne parvenait pas à se faire comprendre, et j'ai su que ce n'était pas impossible, juste difficile. Et la difficulté, ce n'est qu'un défi à relever, pas une excuse pour abandonner. Philippe Martineau, qui était resté silencieux depuis le début de cette révélation extraordinaire, ne pouvait s'empêcher d'être admiratif devant la maturité philosophique de cet enfant. « Comment avez-vous procédé » demanda-t-il, son ton professionnel ayant laissé place à une curiosité authentique. « Au début, j'ai essayé d'imiter Madame Chen quand elle parlait à sa petite fille. Je répétais les sons, même sans comprendre. Madame Chen trouvait cela très drôle, elle riait et corrigeait ma prononciation. Petit à petit, elle a commencé à m'enseigner quelques mots simples. Bonjour, merci, comment allez-vous, puis des phrases plus complexes. Elle sourit à ce souvenir. Le mandarin, c'est une langue fascinante, monsieur Dubois. Chaque ton peut changer complètement le sens d'un mot. C'est comme de la musique. Et Madame Chen était un professeur extraordinaire. Elle m'expliquait que chaque caractère chinois raconte une histoire, qu'il y a toute une poésie dans l'écriture. Et les autres langues, s'enquit Alexandre, de plus en plus captivé par ce récit. L'arabe, je l'ai appris avec monsieur Ahmed, répondit Céleste. Monsieur Ahmed était professeur de mathématiques à Alger avant de venir en Tsintsanti, France. C'est un homme d'une intelligence remarquable, mais il se battait constamment avec l'administration française. Les papiers pour renouveler sa carte de séjour, les formulaires pour la sécurité sociale, les dossiers pour inscrire ses enfants à l'école. Chaque démarche était un calvaire pour lui. Elle prit une expression plus grave. Un jour,
Je l'ai vu pleurer devant la préfecture parce qu'on venait de lui refuser un dossier qu'il avait mal rempli. Il ne comprenait pas pourquoi, et personne ne prenait le temps de lui expliquer. C'est là que j'ai décidé d'apprendre l'arabe pour pouvoir l'aider. À quel âge? Demanda Alexandre. 6 ans et demi. L'arabe, c'est très différent du mandarin ou du français. Ça s'écrit de droite à gauche, il y a des sons qu'on n'a pas en français, et la grammaire est très complexe. Mais monsieur, Ahmed était si patient avec moi. Il m'expliquait que l'arabe est la langue de la poésie par excellence, que chaque mot peut avoir plusieurs niveaux de sens. Il me récitait des versets du Coran qui sont de pure beauté littéraire, indépendamment de la foi. Un couple qui écoutait discrètement la conversation échangea un regard ému. La dame, aux bijoux discrets mais de qualité, essuya discrètement une larme. L'italien, je l'ai découvert grâce à monsieur Giuseppe, poursuivit Céleste avec un sourire chaleureux. Il tient une petite épicerie dans notre rue. Et c'est un conteur né. Quand j'étais petite, j'adorais écouter ses histoires de la Sicile, sa voix qui chantait quand il parlait de Palerme, de la mer Méditerranée, des orangers et des citronniers de son enfance. Mais je voyais bien qu'il était triste de ne pas pouvoir partager toute la richesse de ses souvenirs avec les jeunes du quartier qui ne comprenaient que le français. « Alors vous avez appris l'italien pour lui ?» demanda Philippe, manifestement, touché par cette générosité. « Pas seulement pour lui, mais avec lui », corrigea Céleste. Monsieur Giuseppe était fou de joie quand il a découvert que je voulais apprendre sa langue. Il m'a appris les vraies expressions italiennes, pas celles des manuels scolaires. Il m'expliquait la différence entre l'italien de Rome et celui de Naples. Il me faisait découvrir Dante, Leopardi, Calvino. Il disait toujours « Piccola stella, l'italiano non è solo una lingua, è una canzone che viene dal cuore. » Petite étoile, l'italien n'est pas seulement une langue, c'est une chanson qui vient du cœur. Alexandre était de plus en plus impressionné par cet enfant qui parlait d'apprentissage linguistique avec la passion d'un philologue et la sensibilité d'un poète. « Et l'espagnol ?»« Ah, l'espagnol !» s'exclama Céleste avec enthousiasme. « C'est avec la famille Rodriguez que j'ai découvert cette langue magnifique. » Señora Rodriguez était danseuse de flamenco à Séville avant de venir en France. Même à 70 ans, quand elle raconte ses souvenirs d'Andalousie, ses yeux brillent encore comme ceux d'une jeune fille. Elle m'a appris que l'espagnol, c'est la langue de la passion, de l'émotion pure. Mais comment faisiez-vous pour retenir toutes ces langues en même temps? S'interrogea Alexandre, lui-même polyglotte mais conscient de l'immense défi que représentait un tel apprentissage simultané. C'est là que ma grand-mère m'a donné le conseil le plus précieux de ma vie, répondit Céleste avec une tendresse évidente. Elle m'a dit, « Ma petite étoile, chaque langue doit avoir sa place dans ton cœur, pas seulement dans ta tête. Tu ne peux pas apprendre une langue comme on apprend une leçon d'histoire. Il faut que chaque langue vive en toi, quelles sont ses émotions, ses souvenirs, ses images. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes pour expliquer sa méthode. Alors j'ai créé ce que j'appelle mes mondes linguistiques. Quand je parle chinois, je pense au jardin de Madame Chen, à ses histoires de la cité interdite, aux idéogrammes qu'elle dessine d'une main gracieuse. Quand je parle arabe, je sens l'odeur du thé à la menthe de Monsieur Ahmed. J'entends ses récits du désert et des mathématiques islamiques. En italien, je vois les mains expressives de Monsieur Giuseppe qui accompagnent chacun de ces mots. Je goûte ses pâtes à l'arrabbiata. L'assistance était captivée par cette approche si personnelle et si poétique de l'apprentissage linguistique. Le portugais brésilien, je l'ai découvert grâce à la bibliothèque municipale, continua-t-elle. Il y avait un étudiant, brésilien, Carlos, qui venait réviser ses examens de médecine. Il était toujours seul. Il avait l'air si triste d'être loin de sa famille de Rio de Janeiro. J'ai commencé à lui tenir compagnie, et petit à petit, il m'a enseigné sa langue en échange de cours de français pour l'aider dans ses études. « Et le russe? Le japonais ?» demanda Alexandre, de plus en plus admiratif. « Le russe, c'est Madame Petrov qui me l'a enseigné, » répondit Céleste avec un sourire ému. Elle vend des fleurs au marché de la Goutte d'Or. C'est une ancienne professeure de littérature de Saint-Pétersbourg. Quand elle m'a vu aider les autres avec la traduction, elle m'a proposé d'apprendre le russe. Elle me récitait Pouchkine et Tolstoï en me vendant ses roses. Elle disait « Malenkaya Zvezda, petite étoile ». Le russe est la langue de l'âme slave. Elle peut exprimer des nuances d'émotion qu'aucune autre langue ne peut dire. « Et le japonais ?» insista Alexandre.
Ah, le japonais, dit Céleste avec un sourire rêveur. C'est une histoire particulière. Il y avait un étudiant japonais, Hiroshi, qui venait au square Maurice Kriegel-Valrimont pour s'entraîner au français. Il était en échange, universitaire à la Sorbonne, mais il était très timide et avait du mal à pratiquer. Moi, j'étais fasciné par cette langue si différente, si élégante dans ses sonorités. Nous avons commencé à faire des échanges. Je l'aidais en français. Il m'enseignait le japonais. Elle s'arrêta un instant, visiblement émue par ce souvenir. Hiroshi m'a expliqué que le japonais, c'est bien plus qu'une langue, c'est tout un art de vivre. Il y a des niveaux de politesse si subtils, des façons d'exprimer le respect qui n'existent nulle part ailleurs. Il m'a enseigné les haïkus, ces petits poèmes de 17 syllabes qui peuvent contenir toute la beauté du monde. Et surtout, il m'a appris que parler japonais, c'est apprendre à écouter les silences, car parfois ce qu'on ne dit pas est plus important que ce qu'on dit. Alexandre Dubois était maintenant complètement fasciné par cet enfant extraordinaire. Dans sa longue carrière d'homme d'affaires international, il avait rencontré des linguistes professionnels, des diplomates polyglottes, des interprètes de conférences, mais jamais il n'avait entendu quelqu'un parler des langues avec une telle poésie et une compréhension si profonde des cultures qu'elles portent. Mais concrètement, demanda-t-il, comment organisiez-vous votre apprentissage? Comment une fillette de votre âge peut-elle gérer l'étude simultanée de temps, de langue? Céleste réfléchit un moment avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. Grand-mère m'a aidé à créer ce qu'elle appelait mon emploi du temps des âmes, expliqua-t-elle avec un sourire. Chaque jour de la semaine était dédié à 2 ou 3 langues maximum, avec des activités spécifiques. Le lundi et le jeudi, c'était chinois avec Madame Chen. Nous préparions des dumplings en parlant mandarin. Elle me racontait des légendes chinoises. Le mardi et le vendredi, arabe avec Monsieur Ahmed. Nous révisions ses papiers administratifs et il m'enseignait les mathématiques en arabe, car les chiffres que nous utilisons viennent justement du monde arabe. Elle continua avec enthousiasme. Le mercredi, c'était italien avec Monsieur Giuseppe. Nous préparions des pâtes en chantant des chansons napolitaines. Le samedi matin, espagnol avec Señora Rodriguez, elle me montrait des pas de flamenco en m'expliquant l'histoire de l'Andalousie. Le samedi après-midi, portugais avec Carlos à la bibliothèque. Nous lisions des contes brésiliens et il me parlait de Rio. Le dimanche matin, russe avec Madame Petrov au marché. Nous discutions littérature en arrangeant ses bouquets. Et le dimanche après-midi, japonais avec Hiroshi au parc. Nous pratiquions la calligraphie sur les feuilles mortes avec un bâton. L'organisation méthodique et la créativité pédagogique de cet enfant impressionnaient de plus en plus l'assistance. Et vous n'avez jamais mélangé toutes ces langues? S'enquit Philippe admiratif. Au début, si, bien sûr, rit Céleste. Il m'arrivait de commencer une phrase en français, de la continuer en chinois et de la finir en arabe. Tout le monde éclatait de rire. Mais grand-mère m'a expliqué un truc formidable. Elle m'a dit de créer ce qu'elle appelait des chambres mentales. Dans ma tête, j'ai 9 chambres différentes, chacune décorée dans le style d'un pays, avec ses odeurs, ses couleurs, ses musiques. Quand je dois parler chinois, j'entre dans ma chambre chinoise où il y a des idéogrammes sur les murs, où ça sent le jasmin et où j'entends des goujeng. Quand je passe à l'arabe, je vais dans ma chambre arabe avec ses tapis persans, ses parfums d'encens et le son du oud. Alexandre était stupéfait par cette méthode mnémotechnique sophistiquée, développée intuitivement par une enfant. Votre grand-mère semble être une personne remarquable, observa-t-il. Le visage de Céleste s'illumina d'une tendresse à infini. Grand-mère Marie est la personne la plus extraordinaire au monde, dit-elle avec une fierté évidente. Elle n'a jamais eu la chance d'aller à l'université. Elle a travaillé toute sa vie comme femme de ménage dans des bureaux, mais elle a une intelligence et une sagesse incroyables. C'est elle qui m'a élevé depuis la mort de mes parents quand j'avais 3 ans. Sa voix se fit plus douce, teintée d'émotion. Mes parents sont morts dans un accident de voiture sur l'autoroute A4. Ils revenaient d'un week-end en Champagne pour fêter leur anniversaire de mariage. Il pleuvait beaucoup. La route était glissante. Grand-mère dit toujours qu'ils sont partis ensemble comme ils avaient vécu, en s'aimant. Elle m'a recueilli et depuis, elle consacre sa vie à mon éducation. Un silence ému accueillit cette révélation. Plusieurs personnes dans l'assistance avaient les larmes aux yeux face à cette fillette qui avait surmonté un tel drame avec tant de force et de grâce. C'est grand-mère qui m'a donné l'idée de venir ici aujourd'hui,
continua Céleste. Elle m'a dit, « Ma petite étoile, tu as un don extraordinaire, il faut que tu oses le montrer au monde. Les gens ont besoin de ce que tu sais faire, et toi, tu as besoin qu'on te donne ta chance. » Et quel est exactement le but de votre visite ? Demanda Alexandre, bien qu'il commençât à deviner la réponse. Céleste prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui s'apprête à livrer le discours le plus important de sa vie. « Monsieur Dubois, messieurs, dames, » dit-elle en s'adressant maintenant à toute l'assistance qui s'était formée autour d'elle. « Je suis venu proposer mes services à cet établissement prestigieux, non pas comme une enfant qui cherche un petit travail, mais comme une professionnelle. Des langues qui peut apporter une valeur ajoutée réelle à votre clientèle internationale. » Elle se redressa, adoptant une posture d'une dignité surprenante pour son âge. « Je sais que j'ai seulement 10 ans, et je comprends que cela puisse paraître surprenant. Mais permettez-moi de vous expliquer pourquoi ma jeunesse pourrait être un atout plutôt qu'un handicap. Premièrement, je maîtrise 9 langues avec une authenticité culturelle que peu d'adultes possèdent, car j'ai appris chaque langue, non pas dans des livres, mais dans le cœur et la vie quotidienne de ses locuteurs natifs. » Alexandre était impressionné par la maturité et le professionnalisme de cette présentation. Deuxièmement, poursuivit Céleste, ma situation personnelle me donne une motivation exceptionnelle. Ma grand-mère, qui a 68 ans et qui a consacré sa vie à m'élever, souffre d'une hernie discale sévère qui nécessite une intervention chirurgicale. Cette opération coûte exactement 5 000 €, une somme que nous ne possédons pas avec sa petite retraite de 400 € par mois. Sa voix ne tremblait pas, mais on y percevait une détermination farouche. Troisièmement, je peux offrir à votre établissement un service que peu d'interprètes professionnels peuvent fournir. La capacité de créer instantanément un lien authentique avec vos clients internationaux, non seulement par la maîtrise linguistique, mais par une compréhension profonde de leur culture et de leurs émotions. Quand un client japonais me parlera, il n'entendra pas seulement quelqu'un qui parle sa langue, mais quelqu'un qui comprend le concept de omotenashi, l'hospitalité sincère du cœur. Quand un client chinois s'exprimera, il reconnaîtra que « je comprends la notion de guanxi », l'importance des relations humaines harmonieuses. L'assistance était suspendue aux lèvres de cet enfant qui parlait de concepts culturels complexes avec une aisance déconcertante. « Bien sûr, » continua-t-elle, « je comprends parfaitement que les lois françaises m'interdisent de travailler officiellement à mon âge. Mais peut-être pourrait-on envisager un arrangement original. Je pourrais venir après l'école et les week-ends, officiellement en tant que bénévole culturel ou ambassadrice linguistique junior, et recevoir en échange une bourse d'études qui m'aiderait à financer l'opération de grand-mère tout en me permettant de poursuivre mon éducation. » Alexandre Dubois était maintenant complètement conquis. Cet enfant venait de lui présenter un business plan plus convaincant que certaines propositions qu'il avait reçues de consultants chevronnés. « Mademoiselle Moreau, » dit-il en se tournant vers Philippe, « je pense que nous devons absolument organiser une démonstration pratique de vos compétences. Monsieur Martineau, y aurait-il des clients de l'hôtel qui pourraient bénéficier immédiatement des services de Mademoiselle Moreau ?» Philippe, qui avait suivi toute la conversation avec une fascination croissante, réfléchit rapidement. « En fait, oui, » dit-il en consultant discrètement son écran d'ordinateur. « Nous avons justement un couple de clients japonais, monsieur et madame Takeshi, qui sont arrivés ce matin de Tokyo. Ils parlent très peu anglais et pas du tout français. Ils ont eu quelques difficultés pour commander leur petit déjeuner ce matin, et ils souhaitaient des informations sur les spectacles parisiens adaptés à la culture japonaise. Notre interprète habituel n'est pas disponible avant demain. Alexandre sourit. « Parfait. Mademoiselle Moreau, seriez-vous disposée à nous faire une démonstration de vos talents avec ces clients ?»« Avec grand plaisir, monsieur Dubois, » répondit Céleste avec un sourire radieux. « Ce serait un honneur de pouvoir aider monsieur et madame Takeshi à se sentir vraiment chez eux dans votre magnifique établissement. Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait imaginer, c'est que cette démonstration allait dépasser toutes leurs attentes et marquer le début d'une histoire extraordinaire qui changerait à jamais la vie de cette fillette exceptionnelle et de tous ceux qui allaient de croiser son chemin. 20 minutes plus tard, dans le salon privé Louis XVI de l'hôtel, décoré de soieries de lions et de meubles d'époque authentique, une scène extraordinaire était sur le point de se dérouler. Alexandre Dubois, Philippe Martineau et une poignée de témoins privilégiés, dont le couple d'Italiens, la dame allemande et l'homme d'affaires russe, s'étaient discrètement installés pour assister à ce qui promettait d'être une démonstration linguistique et culturelle sans précédent.
Monsieur et Madame Takeshi, un couple distingué de la haute bourgeoisie tokyoïte, étaient assis sur un canapé de velours bordeaux, manifestement mal à l'aise malgré le luxe qui les entourait. Lui, Hiroshi Takeshi, était directeur d'une importante société d'électronique japonaise. Elle, Michiko, était professeure d'art traditionnel japonais. Tous deux portaient des vêtements occidentaux d'une élégance discrète mais raffinée, lui en costume sombre impeccable, elle dans un tailleur de soie gris perle. Cependant, leur langage corporel trahissait cette tension particulière des voyageurs perdus dans un univers culturel étranger. Quand Céleste entra dans le salon, accompagnée de Philippe, l'effet fut immédiat et saisissant. Dès qu'elle aperçut le couple japonais, elle s'inclina profondément selon le protocole traditionnel nippon, les mains jointes devant elle, la tête inclinée à l'angle précis qui témoigne du respect, sans servilité. « Takeshi-san, Takeshi-oku-san », dit-elle en japonais parfait, utilisant les formes honorifiques appropriées, « Hajime mashite, watakushi wa Céleste tomoshimasu, kyo wa otsukare-sama deshita, pari de no gotaizai wa ikaga desu ka ?» L'effet sur le couple fut électrisant. Les visages de Monsieur et Madame Takeshi s'illuminèrent instantanément. Leurs corps se détendirent, visiblement, et un sourire authentique éclaira leurs traits. Madame Takeshi porta même brièvement la main à son cœur, émue d'entendre sa langue maternelle parlée avec tant de justesse par cette fillette française. « Ara, Nihongo ga jozu desu ne » s'exclama Madame Takeshi avec une joie évidente. « Doko de Benkyo saremashitaka. Merci beaucoup pour votre compliment, Madame Takeshi, » répondit Céleste en continuant en japonais. « J'ai eu la chance d'apprendre votre magnifique langue avec un étudiant japonais de la Sorbonne. Il m'a non seulement enseigné les mots, mais aussi l'esprit de votre culture, le sens du respect mutuel et de l'harmonie qui caractérise le peuple japonais. » Monsieur Takeshi, manifestement impressionné, se pencha vers sa femme et murmura quelques mots rapides. Puis, s'adressant à Céleste, « Petite mademoiselle, votre japonais est remarquable. Mais ce qui nous touche le plus, c'est que vous comprenez notre culture. Cela se sent dans votre façon de vous incliner, de nous parler, de nous regarder. Comment une si jeune Française peut-elle connaître si bien nos traditions ?» Céleste sourit avec cette grâce naturelle qui la caractérisait. « Monsieur Takeshi, mon professeur Hiroshi m'a expliqué que comprendre une langue, c'est comprendre l'âme d'un peuple. Il m'a enseigné que la politesse japonaise n'est pas une simple forme, mais l'expression d'un respect profond pour l'autre. Il m'a fait découvrir les haïkus, l'art du thé, la beauté de l'impermanence. J'ai appris que quand on dit arigato, gozaimasu, on ne dit pas seulement merci, mais on reconnaît que l'autre nous a accordé quelque chose de précieux de sa personne. » Madame Takeshi avait les larmes aux yeux. Elle se tourna vers son mari et lui dit en japonais, « Hiroshi, cet enfant comprend mieux notre culture que certains de nos compatriotes. Écoute comme elle parle de nos traditions avec respect et profondeur. » Alexandre Dubois, qui suivait la scène avec une fascination croissante, fit discrètement signe à Philippe. Bien qu'il ne comprît pas le japonais, il était évident que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. « Monsieur et Madame Takeshi, » reprit Céleste, « j'ai cru comprendre que vous cherchiez des informations sur les spectacles parisiens qui pourraient vous intéresser. Puis-je vous faire quelques suggestions en tenant compte de vos goûts culturels japonais ?»« Oh oui, s'il vous plaît, » répondit Madame Takeshi avec enthousiasme. « Nous sommes un peu perdus dans votre belle ville. Nous aimerions voir quelque chose de vraiment parisien, mais qui puisse aussi toucher notre sensibilité japonaise. » Céleste réfléchit un moment, puis son visage s'illumina. « J'ai plusieurs idées parfaites pour vous. D'abord, ce soir au Palais Garnier, il y a une représentation de La Dame aux Camélias, par le ballet de l'Opéra de Paris. Cette œuvre pourrait vous émouvoir car elle traite de thèmes très proches de la sensibilité japonaise. L'amour, impossible, le sacrifice personnel, la beauté tragique de l'éphémère, ce que vous appelez mono no aware, la beauté mélancolique des choses qui passent. » Monsieur Takeshi échangea un regard surpris avec sa femme. Cette fillette venait de faire référence à l'un des concepts esthétiques les plus profonds de la culture japonaise. « Demain après-midi, » continua Céleste, « je vous recommande vivement le musée Guimet, qui possède la plus belle collection d'art asiatique de France. Vous pourrez y voir des œuvres bouddhistes exceptionnelles, des estampes ukiyo-e et même des pièces de céramique raku qui vous rappelleront vos traditions. Le conservateur, Monsieur Delacroix, est un spécialiste de l'art japonais qui parle couramment votre langue. Et pour l'expérience gastronomique, ajouta-t-elle avec un sourire malicieux,
je ne vais pas vous recommander de restaurant japonais. Vous en avez de bien meilleurs à Tokyo. Mais je connais un petit restaurant français dans le Marais, l'As du Falafel, tenu par Monsieur Goldenberg, qui prépare des plats selon des traditions séculaires, avec le même respect de l'authenticité et de la transmission que vos maîtres sushi. L'expérience vous donnera un aperçu de l'âme populaire parisienne. Madame Takeshi battit des mains avec joie. Comme c'est merveilleux. Vous nous proposez non pas ce que les guides touristiques conseillent à tous les visiteurs, mais ce qui peut vraiment nous toucher en tant que Japonais. C'est exactement ce que nous espérions trouver à Paris. Monsieur Takeshi se leva et s'inclina profondément devant Céleste. Mademoiselle, vous venez de nous offrir bien plus qu'un service de traduction. Vous nous avez ouvert les portes d'une Paris que nous n'aurions jamais découverte seuls. Comment pouvons-nous vous remercier? Votre sourire et votre satisfaction sont le plus beau des remerciements, répondit Céleste avec sincérité. Mais si vous le souhaitez, j'ai une petite requête. Tout ce que vous voudrez, s'exclama Madame Takeshi. Pourriez-vous m'enseigner à écrire quelques caractères en calligraphie japonaise? Hiroshi m'avait montré les bases, mais j'aimerais apprendre de vrais maîtres comme vous. Le couple japonais fut si touché par cette demande qu'ils insistèrent immédiatement pour organiser une séance de calligraphie improvisée. Philippe fit apporter du papier et des stylos, et pendant une demi-heure, le salon Louis XVI se transforma en atelier de calligraphie japonaise, Madame Takeshi guidant la main de Céleste pour tracer les caractères de beauté, harmonie et reconnaissance. Alexandre Dubois observait cette scène avec un mélange d'admiration et d'émotion. Cette enfant ne faisait pas que parler japonais, elle créait des ponts entre les cultures, elle transformait des étrangers perdus en amis reconnaissants. Quand Monsieur et Madame Takeshi quittèrent finalement le salon pour se préparer pour l'opéra, ils laissèrent leurs coordonnées à Céleste en lui faisant promettre de leur écrire. Madame Takeshi lui offrit même une petite broche représentant une grue japonaise, symbole de longévité et de bon augure. « Cet enfant est un trésor », dit Monsieur Takeshi à Alexandre en anglais avant de partir. « Elle ne traduit pas, seulement les mots, elle traduit les cœurs. Si tous les Français étaient comme elle, il n'y aurait plus jamais de malentendus entre nos peuples. » Une fois seul dans le salon, Alexandre se tourna vers Céleste avec une expression que la fillette n'arrivait pas à déchiffrer. « Mademoiselle Moreau, dit-il lentement, ce que je viens de voir dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Vous n'êtes pas seulement une polyglotte exceptionnelle, vous êtes une ambassadrice culturelle née. » Il se leva et se mit à arpenter la pièce, signe chez lui d'une réflexion intense. « J'ai une confession à vous faire, » reprit-il. « Quand je vous ai vu pour la première fois dans le hall, j'ai ri. Pas méchamment, mais j'ai ri parce que l'idée qu'une fillette de 10 ans puisse maîtriser 9 langues me paraissait, disons, peu probable. » Il s'arrêta devant elle et la regarda droit dans les yeux. « Mais ce que je viens de voir m'a profondément choqué. Choqué dans le bon sens du terme. Vous possédez un don si rare, si extraordinaire, qu'il serait criminel de ne pas vous donner tous les moyens de le développer. » Céleste sentit son cœur battre plus fort. « Que voulez-vous dire, monsieur Dubois ?» Alexandre prit une profonde inspiration, comme un homme qui s'apprête à prendre une décision qui changera plusieurs vies. « Je veux dire, ma chère Céleste, que je ne vais pas vous offrir un petit travail dans cet hôtel. Je vais vous offrir quelque chose de beaucoup plus grand. » Il retourna s'asseoir face à elle, adoptant cette posture de négociateur qu'il maîtrisait parfaitement. « Voici ma proposition. Premièrement, je prends en charge immédiatement l'opération de votre grand-mère. 5 000 €, c'est le prix d'un dîner d'affaires pour moi, mais c'est la santé et la tranquillité d'esprit pour vous deux. » Céleste ouvrit de grands yeux, n'osant croire ce qu'elle entendait. « Deuxièmement, continua Alexandre, je vous offre une bourse d'études complète pour intégrer dès la rentrée prochaine l'École internationale de Paris, où vous pourrez développer vos dons linguistiques avec les meilleurs professeurs. Cours particuliers avec des locuteurs natifs, perfectionnement culturel, préparation au concours des grandes écoles, tout sera pris en charge. »« Monsieur Dubois, » balbutia Céleste, les larmes aux yeux. « Je n'ai pas terminé, » dit-il avec un sourire. « Troisièmement, et c'est le plus important, je vous propose de devenir ma consultante junior en communication interculturelle. Officiellement, bien sûr, vous serez étudiante. Mais officieusement, vous m'aiderez dans mes négociations internationales, vous formerez mes équipes à la sensibilité culturelle, vous serez mes yeux et mes oreilles dans un monde globalisé où la compréhension mutuelle est devenue l'enjeu majeur du XXIe siècle. » Il marqua une pause dramatique.
En échange, vous recevrez une allocation d'études de 2000 € par mois qui vous permettra de vivre dignement avec votre grand-mère tout en poursuivant votre éducation. Et quand vous aurez 18 ans, si vous le souhaitez, vous intégrerez officiellement mes entreprises comme directrice du développement interculturel avec un salaire de départ de 100 000 € par an. Céleste resta silencieuse un long moment, essayant de réaliser l'ampleur de ce qui lui arrivait. Puis, lentement, les larmes se mirent à couler sur ses joues. « Pourquoi » chuchota-t-elle. « Pourquoi feriez-vous tout cela pour moi? Vous ne me connaissez que depuis quelques heures. » Alexandre sourit, et pour la première fois depuis des années, son sourire n'avait rien de calculé ou de professionnel. C'était le sourire authentique d'un homme qui venait de retrouver sa foi en l'humanité. Parce que, ma chère Céleste, j'ai moi aussi été un enfant pauvre. Mon père était ouvrier dans une usine de textile du Nord, ma mère faisait des ménages pour arrondir les fins de mois. J'ai construit ma fortune à force de travail et de détermination, mais j'ai aussi eu de la chance de croiser sur ma route des gens qui ont cru en moi quand personne d'autre n'y croyait. Il se leva et alla regarder par la fenêtre les lumières de Paris qui s'allumaient. Aujourd'hui, j'ai 52 ans, j'ai plus d'argent que je ne pourrai jamais en dépenser, mais je n'ai pas d'enfant, pas d'héritier à qui transmettre, autre chose que des comptes en banque. Vous, Céleste, vous m'offrez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la possibilité de voir mon investissement se transformer en beauté, en intelligence, en pont jeté entre les peuples. Il se retourna vers elle. Vous avez dit tout à l'heure que chaque langue apprise est une nouvelle âme que l'on gagne. Eh bien, en investissant dans votre avenir, c'est moi qui gagne une nouvelle âme, celle d'un homme qui aura contribué à rendre le monde un peu plus compréhensible et un peu plus beau. Céleste se leva à son tour et, avec cette grâce naturelle qui la caractérisait, fit une révérence parfaite. Monsieur Dubois, j'accepte votre proposition avec gratitude et humilité. Je vous promets de ne jamais trahir la confiance que vous me faites. J'en suis certain, répondit-il. Maintenant, rentrez vite retrouver votre grand-mère et annoncez-lui la bonne nouvelle. Demain matin, mon assistante, Madame Bertrand, vous contactera pour organiser les détails pratiques. Quand Céleste quitta l'hôtel ce soir-là, elle marchait différemment. Non plus comme une fillette pauvre venue quémander une faveur, mais comme une jeune femme qui venait de découvrir que ses rêves les plus fous pouvaient devenir réalité. Céleste Moreau, désormais âgée de 15 ans et parlant couramment 16 langues, se tenait debout sur l'estrade du grand amphithéâtre de la Sorbonne, face à un auditoire de professeurs, d'étudiants et de diplomates venus du monde entier. Elle portait une robe bleu marine élégante et un collier de perles que lui avait offert Madame Takeshi lors de sa dernière visite à Paris. « Mesdames et messieurs », dit-elle en français avant de répéter en anglais, chinois, arabe et japonais. « Permettez-moi de vous présenter ma thèse sur l'intelligence interculturelle comme facteur de paix au XXIe siècle. » Dans l'assistance, Alexandre Dubois, maintenant âgé de 57 ans, observait avec une fierté immense cette jeune femme extraordinaire qu'il avait eu la chance de découvrir 5 ans plus tôt. À côté de lui, Marie Moreau, la grand-mère de Céleste, parfaitement remise de son opération, essuyait discrètement une larme de joie. Sur le mur du bureau d'Alexandre, trônait toujours cette photo de Céleste prise le soir de leur rencontre au Ritz-Carlton, accompagnée d'une phrase qu'elle lui avait écrite récemment. « Merci de m'avoir écouté quand j'ai dit « je parle 9 langues ». Aujourd'hui j'en parle 16, et chacune d'elles me rappelle que les plus beaux rêves sont ceux qu'on partage avec ceux qui croient en nous. Car parfois, les rencontres les plus extraordinaires se produisent dans les endroits les plus inattendus. Quand une petite fille en vêtements modestes ose proclamer fièrement ses talents, et qu'un homme riche et puissant a l'humilité de reconnaître que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en ponts jetés entre les cœurs humains.